tous et bienvenue à cette conférence du REC 2023. Comment le New Age cible les femmes. Le message n'étant pas que c'est les femmes qui sont spécifiquement ciblées par le New Age, mais comment le New Age cible spécifiquement les femmes. Je préfère prévenir tout de suite. Donc pour nous parler de ce sujet, nous avons donc deux intervenantes. Alors je vous prie d'excuser le placard là qui n'est pas à jour, donc ce ne sera pas remis au vert, mais ce sera donc Marie-Ange Barbier qui est là, que je présenterai rapidement. Voilà. Donc nous avons Elisabeth Fétit, qui est donc la créatrice du podcast Méca de Choc, que tout le monde connaît. Voilà. Faites du bruit. Donc, est-ce que tu veux te présenter, Elisabeth, oui. Un peu plus? Est-ce que quelqu'un ici ne connaît pas Méta de Choc? Bon, ben sortez. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul. Donc, Méta de Choc, c'est un podcast donc à contenu audio qu'on peut écouter sur les applications audio, qui propose des émissions sur la métacognition, c'est-à-dire la cognition de la cognition, c'est-à-dire la réflexion sur nos propres pensées. Donc, c'est une invitation aux auditeurs et aux auditrices à se questionner sur leur propre mode de pensée, sur leurs croyances. Pourquoi est-ce qu'on pense ce qu'on pense soi? Donc, c'est un peu la particularité de ma démarche par rapport au monde sceptique plus largement, c'est que l'idée, c'est d'appliquer le scepticisme à soi-même et pas forcément à son voisin. Donc, c'est un podcast qui mélange des analyses, des émissions d'analyse avec des experts ou des expertes que j'invite à mon micro, et des émissions de témoignages avec des personnes qui racontent leur histoire, sachant que ce sont des personnes qui ont, dans leur parcours, changé à un moment donné de mode de pensée. Donc ça peut être des personnes qui ont quitté une croyance forte, qui ont quitté voilà, une manière de penser qui était pourtant importante pour elles. Voilà, ça c'est pour le podcast Méta de Choc. Et il y a donc une diffusion en principe une fois par semaine. La prochaine diffusion, là on est en petite pause de 2 semaines, mais la prochaine diffusion a lieu vendredi prochain, voilà, sur la transidentité, qui est un thème qui a été abordé ce matin à 9h. Très bien. Est-ce que tu veux tout de suite définir quelques termes avant qu'on... Oui, alors, peut être intéressant. Là aujourd'hui, on va donc parler de comment le New Age cible les femmes. Donc, déjà, ce qu'il faudrait, c'est qu'on se mette d'accord sur le terme New Age, parce que pour ceux qui ont déjà entendu ce terme, souvent, il est assimilé au mouvement des hippies dans les années 70, 60-70, Peace and Love. Et en fait, souvent, on ignore que le mouvement New Age, qui est un mouvement donc spirituel, a été initié à la fin du 19e siècle aux États-Unis. Et donc, aujourd'hui, il est encore extrêmement présent. Je dirais même il est particulièrement présent. Donc, avec ce qu'on peut entendre, les croyances autour des énergies, autour des chakras, autour de l'amour inconditionnel, du fait que nous sommes Dieu nous-mêmes et que nous avons un potentiel humain illimité, qu'il nous revient en fait de trouver et de faire fleurir. C'est donc toutes les pratiques qu'on va trouver autour des soins énergétiques, par exemple. Toutes les pratiques, souvent autour de la méditation, du yoga, sont imprégnées de cette spiritualité New Age. Et une particularité, évidemment, du New Age, et dès ses origines, donc à la fin du 19e siècle, c'est de considérer que comme nous sommes une parcelle de Dieu qui s'est incarnée sur Terre, nous avons donc un potentiel illimité, et notamment la capacité de s'auto-guérir et de guérir les autres, par la pensée notamment, ou par... le fait qu'on arrive à manier les énergies divines qui sont en nous et qui s'expriment au travers de nous. Voilà. Donc ça, c'est le New Age. C'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui un peu partout, au travers de la pensée positive, de la loi de l'attraction et de ces fameux soins énergétiques, notamment. Et du développement personnel aussi. Le développement personnel aussi, oui, tu fais bien de le dire, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est arrivé plus tardivement, justement avec les hippies, mais le développement personnel a été... vraiment a connu, en tout cas est né à ce moment-là vraiment, et aujourd'hui est un peu partout. Et même si au départ on se dit c'est intéressant le développement personnel parce que c'est quelque chose qui me permet de me questionner moi-même,
à la limite, on pourrait dire c'est de la métacognition quelque part. On va questionner ses propres croyances limitantes, on va essayer d'exprimer son potentiel, etc. Et en réalité, il y a tout un discours derrière qu'on n'identifie pas forcément tout de suite, mais qui est souvent très spirituel et en lien justement avec ce potentiel divin qui serait en nous. Merci. Donc, toi, Marie-Ange, tu es nutritionniste. Alors, en fait, je suis diététicienne essentiellement, puisque ce qui permet d'exercer, c'est le diplôme de diététicienne ou de médecin. Nutritionniste, ça ne veut rien dire du tout. C'est un adjectif qu'on rajoute à d'autres types de métiers. Donc déjà, si quelqu'un se vend comme étant nutritionniste, ça ne lui donne pas le titre de professionnel de santé, ce qui commence à paraître déjà important, puisque moi, mon boulot, c'est de m'occuper de gens malades, donc de gens en bonne santé, qui cherchent des questions autour de l'équilibre alimentaire, mais je m'occupe aussi de gens malades. Donc déjà, je ne vais pas vous parler de mes patients, parce qu'il y a de la déontologie professionnelle derrière, mais l'intérêt de ma présence là, je ne suis pas sociologue, mais c'est que mon parcours, il vient télescoper aussi le parcours de beaucoup de mes patientes. Parce que le point de départ de mon parcours sinueux dans les reconversions professionnelles, le retour à la terre, je pense que j'ai à peu près fait la totale. Donc, si vous avez un problème New Age, posez-moi la question, je pense que je peux vous trouver une réponse. Alors on est là pour ça, en fait. Voilà, c'est ça, demandez-moi. Et en fait, oui, j'ai à peu près tout fait. Et alors, la particularité, c'est que j'ai eu une discussion avec Elisabeth là-dessus, c'est que pour moi, je ne suis pas une croyante New Age. Je suis une pratiquante, et en fait, j'ai découvert que tout le continuum de ce que j'étais en train de faire, que je faisais absolument sans aucune spiritualité depuis, grosso modo, les années 2000, ça s'appelait du New Age, et je l'ai découvert en écoutant les chroniques. Alors, en écoutant les chroniques de la spiritualité contemporaine d'Elisabeth. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ah mais oui, mais c'est bien sûr, en fait, tout ce que j'ai fait là, c'est quelque chose qui m'a amené d'un point A à un point B autour du New Age en définitive. Mais par contre, moi je suis pas du tout spiritualiste, pour moi je suis vraiment laïque, athée, religion, ça m'intéresse pas du tout. Voilà. Donc, je sais pas si il faut dire que tu dis que tu es New Age, tu peux dire que tu étais peut-être. Oh oui, que j'étais. C'est comme les anciens fumeurs, hein, c'est les pires après. Est-ce que je suis militante anti-New Age, je ne sais pas. Mais je trouve ça super intéressant déjà comme point de départ parce que moi je parle beaucoup du New Age avec justement cette particularité de l'expression de la spiritualité comme une spiritualité contemporaine. Et le cas de Marie-Ange, il est super intéressant parce qu'elle va nous en parler, mais elle a plongé dans le New Age sans être intéressée par l'aspect spirituel de la chose et sans le savoir, mais ça c'est beaucoup plus courant, qu'elle était dans ce mouvement-là. Parce que bien entendu, la plupart du temps, on nage dans ces idées-là sans en avoir conscience, sans comprendre que ça fait partie d'un système, une sorte d'idéologie en fait. Donc voilà, je trouve ça vraiment très éclairant, très intéressant. C'est comme Monsieur Jourdain qui fait de la prose sans savoir. Moi, j'ai fait du New Age sans le savoir. Donc du coup, parlons-en. Est-ce que tu pourrais revenir un peu au départ et faire peut-être une petite chronologie, les enchaînements? Alors, ma formation initiale, c'est que je suis ingénieure en biotechnologie. C'est le mariage des sciences du vivant. Et en gros, on va utiliser des micro-organismes pour fabriquer des choses. Donc, les biotechnologies traditionnelles, c'est de faire du pain, du fromage, du vin. Ça peut être dans la cosmétique. Et puis ensuite, évidemment, tout ce qui est lié au génie génétique. Donc, j'ai fait de la biologie moléculaire, j'ai fait de l'immuno, j'ai fait de la toxico, etc. Ce qui, a priori, devait me mettre à l'abri des croyances. Je suis ingénieure, je fais des classes prépa, je suis une scientifique, etc. Et laïque en plus. Et bien, en fait, non. Et un des points d'entrée, c'est que pendant ma formation, je n'ai pas continué sur un doctorat, mais donc rien qu'au niveau ingénieur, on a beaucoup lu de publis, mais les publis en biologie moléculaire, en tout cas dans les années avant 2000, c'était des publis qui étaient des recettes de cuisine. C'est-à-dire ça marche ou ça marche pas. On mélange ça plus ça, tel gène, on fabrique de l'insuline. Si on fait une publi et qu'on n'arrive pas à fabriquer l'insuline, vous voyez, ça marche pas, on le voit. Et en fait, à aucun moment dans ma formation, on nous a appris à lire des publis qui concernaient les essais cliniques. Ça veut dire ce qui fonctionne ou pas en santé. Donc les domaines de la publication ou de la recherche scientifique ne sont pas partout les mêmes. La publi dans une revue à comité de lecture,
pour moi, c'était la vérité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y croire et que ce n'est pas quelque chose qu'il faut vérifier quand on commence à citer des sources. Mais en soi, d'aller creuser les choses et d'être en capacité de les lire, c'est quand même une autre paire de manches. Et on en parlera peut-être après à la fin, puisque je suis en train de me former à ça et de finir de me former à ça. Et là, il y a quand même des grosses surprises. Donc en fait, je me pensais armée et je ne l'étais pas du tout. Et ça veut dire aussi que chacun de nous peut se sentir armé en ne l'étant pas du tout. Donc les discussions un peu sur les réseaux sociaux où on se balance des sources, etc., il y a un moment donné, parfois ça fait un peu rigoler, parce que quand on creuse, ça dit exactement l'inverse de ce qu'on était en train de vouloir prouver. Bon. Donc je suis ingénieure en biotechnologie, surtout, j'ai un intestin irritable, mais je ne le sais pas encore. J'ai une endométriose et je ne le sais pas encore. Et je me retrouve à avoir des douleurs pas possibles. Par ailleurs, j'ai des migraines. Alors si là, parmi vous, il y a des gens qui se disent « Ah, la nana, elle a des migraines, elle doit être stressée. Elle a un intestin irritable, ça doit être le stress. L'endométriose, c'est dans la tête. Les femmes, quand elles ne savent plus quoi se raconter, elles se parlent de leurs douleurs de règles. » Donc ça, c'est mon premier passage aux urgences avec une copine qui était en train de se vider de son sang et qui ne tenait plus debout. On parle de 2014. Non, 2014, l'autre siècle, 1994. Oui, j'ai 49 ans. Alors, il y a une émission qui est passée là, très très récemment sur France Culture, 2 d'ailleurs, une sur les fantômes de l'hystérie qu'il faut écouter, et une autre là avec une intervenante qui sera l'astre après-midi, qui est formidable, Skarsoff, enfin bref, sur l'endométriose, et qui est absolument fabuleuse, et il faut les écouter. Donc on a vraiment avancé sur ces thématiques-là, parce qu'en fait, on n'en avait strictement rien à faire. Et quand on ne vous écoute pas, quand vous avez mal et quand on vous dit que c'est le stress, vite fait, quelques années plus tard, on tombe sur ouais, mais c'est peut-être de la psychogénéalogie, c'est peut-être de l'épigénétique, on ne sait pas, votre grand-mère s'est peut-être fait violer. Je l'ai entendu. Ah oui, j'ai aussi eu droit à les migraines. Ma mère était enceinte de jumeaux et il y en a un qui est mort. Alors, ok, super. À quoi ça m'avance concrètement quand j'ai mal à la tête ? Donc, je peux aller faire des thérapies pendant 150 ans et j'aurai toujours aussi mal, sauf que toutes ces pathologies-là, ce qu'elles font, c'est qu'elles vous écartent du monde du travail tel que vous pouvez l'assumer. Parce qu'être une femme et bosser en tant qu'ingé, déjà, faut faire sa place. Si en plus, vous êtes clairement pas bien et fatigué et malade à cause des hectolitres de sang que vous perdez ou des douleurs, il y a un moment donné, c'est problématique. Et là, maintenant, on a passé MeToo, hein, tout ça, c'est des choses, on en parle. On revient 20 ans en arrière. J'étais une malade imaginaire. Maintenant, je suis une cause nationale. Et donc, Elisabeth, le New Age apporte des réponses toutes faites à ça, voilà. Oui, alors effectivement, quand on parle de le New Age cible les femmes, on n'est pas en train de dire que les femmes sont plus crédules que les hommes. Hein, ça, je tiens vraiment à le préciser. En fait, les croyances, elles sont genrées. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des croyances qui vont attirer plutôt les hommes et des croyances qui vont attirer plutôt les femmes. Et c'est vrai que les questions d'endométriose, on peut dire qu'elles sont bien féminines. Les questions, il y a aussi les questions de grossesse, les questions de maternage, qui sont des questions qui sont très très souvent exploitées, on va dire, ou traitées dans le milieu New Age, dans les questions spirituelles New Age ou dans les techniques qu'on va vous proposer pour résoudre vos problèmes. Donc, par exemple, vous avez un problème avec votre enfant qui dort mal, et on sait bien que dans notre culture actuelle, c'est souvent les femmes qui se préoccupent de ces questions-là et qui doivent les assumer. Eh bien, on va avoir des solutions à vous proposer qui sont liées à la spiritualité. Alors, au départ, pas forcément. On va vous dire, voilà, vous faites un stage, un week-end, et on va vous apprendre comment faire en sorte que votre enfant dorme la nuit. Mais de fil en aiguille, derrière, il y a zéro science, il y a zéro résultat, et il y a beaucoup, beaucoup de chakras, de namasté, et de respirer bien profondément, et connectez-vous à votre être profond. Donc, le problème de ça, c'est que on ne va pas forcément identifier un problème, on ne va pas forcément diagnostiquer peut-être une réalité qui peut être diagnosticable, une maladie
chez l'enfant ou autre, ou peut-être un stress chez les parents qui ressurgit sur l'enfant, etc., tout un tas de choses. Sur la mère, voilà. Et on va vous proposer des solutions qui sont présentées comme étant sûres et certaines, ça va marcher. Ça a marché pour moi, parce que souvent, les personnes qui présentent ces stages disent ça a marché pour moi. Donc, il y a la preuve, par l'exemple, qui n'en est pas une, évidemment. Et ça crée énormément de stress, beaucoup plus de stress en réalité, de se fier à ce genre de technique-là. Mais il y a aussi des cas très dramatiques, comme par exemple, je sais qu'il y a une personne qui, sur Internet, propose des services sous le nom Quantic Mama, donc médecine quantique, une pseudo-science liée à la spiritualité New Age, et qui, elle, a un parcours assez dramatique puisqu'elle a perdu un enfant après l'accouchement, et elle se propose d'accompagner les personnes qui ont vécu la même chose. Donc là encore, c'est beaucoup des femmes qui vont venir vers elle, surtout avec le terme Quantic Mama. Il y a sans doute peu d'hommes qui vont se tourner vers elle. Et voilà, en proposant des solutions, un accompagnement. Alors une écoute, certes, et c'est bien, mais avec derrière énormément de préconisations qui peuvent être problématiques parce que fausses, et qui peuvent vraiment mettre les gens dans encore plus de problèmes psychologiques, notamment. Alors, l'essentiel de toutes les cautions que j'ai eues par rapport à mes dérapages, mes glissades, elles ont quasiment toujours été scientifiques ou faire par des pros de santé. Donc là, il y a vraiment un gros boulot à faire aussi du côté des pros de santé. Donc moi, je suis professionnelle de santé. Il y a du ménage à faire chez nous. Ça va être polémique si je parle d'homéopathie. Non, ici on peut, on a le droit. Bon, moi j'ai mal à la tête, je prends ce que je prends. Par contre, une fois que je suis enceinte, faut plus prendre ci, faut plus prendre ça, etc. Bon, quand on a une endométriose, j'ai eu la chance de pouvoir avoir des enfants. Après un passage sur le billard avec quelqu'un qui avait des doigts de fée, merci les médecins. Un traitement hormonal dur, merci les médecins, donc là, nickel. Mais entre-temps, un petit peu avant ça, on m'avait quand même envoyé voir des gens pour me relaxer. Donc c'était un peu de sophro, un peu de machin, etc. Mais toujours travailler sur soi. En fait, ça vous ramène toujours à voir. Finalement, il y a une cause. Il y a le petit côté causalisme. C'est quand même bizarre qu'il lui arrive tout ça, il se passe un truc. Et quelque part, en fond sonore, vous avez un petit peu ça derrière. Donc je suis enceinte et on m'explique aussi que je vais devoir allaiter longtemps pour pouvoir bloquer mon cycle, pour pouvoir avoir un autre enfant après, etc. Alors tout ça, ça nous amène vite fait à un deuxième enfant, fait 2 ans après 2 ans d'allaitement long. Bon, je me suis arrêtée de travailler et j'étais contente de m'occuper de mes enfants, mais c'est devenu toute ma vie. En fait, j'étais ingénieure investie dans ce que je faisais et je suis devenue une ingénieure domestique quelque part, qui faisait tout à fond. Est-ce qu'on peut parler des radios qui disent des trucs bizarres ? France Inter ? Oui. Alors on écoute beaucoup France Inter, alors on écoute, il y a un truc, alors c'était la société cancérigène, alors très bien, moi j'étais ingénieure cité sol pollué, donc en fait tous les polluants, etc., ça me parlait, et puis je me disais, ben oui, il y a des cancers dans ma famille, il y a des polluants, je ne peux pas faire ça à mes enfants, bref. Donc en fait, on glisse tout doucement vers de plus en plus de pratiques hyper pures. On dort avec, on les porte en écharpe. Si on ne le fait pas, on est des mauvaises mamans. Enfin, il y a quelque chose qui se pose là. Alors, je ne critique pas du tout les femmes qui font ce choix-là. La question, c'est d'où ça vient, par quoi c'est porté. Et l'allaitement long que j'ai fait et qui m'a plu, et si mes enfants écoutent le podcast, j'ai adoré vous allaiter, sauf que vous m'avez pourri toutes mes nuits. En vrai... Et ils le savent, et je leur dis, dans les cautions, alors là, ce n'était pas des cautions de médecins, c'est des cautions qui sont venues un petit peu bizarrement. Alors, ça venait de mon père, qui était... C'est agnostique qu'on dit ? Non, il y a un autre mot. Ignostique ? Il y a ignostique aussi, enfin, il croyait à rien, mais il m'a dit, ouais, tu sais, ton grand-père, il trouve les canalisations, qui est maçon, il trouve les canalisations avec des baguettes. Mon mari me dit, ah, mais mon grand-père était sourcier. Et un autre copain, ingénieur aussi, qui nous dit, oui, moi, mon frère était insupportable. On a fait venir un géobiologue, un sourcier,
Il est venu dans la maison et après, c'était réglé. Moi, comme j'étais prête à me jeter par la fenêtre pour dormir, on a fait venir le sourcier. Hein. Il m'a fait acheter un bol Feng Shui que j'ai posé là où il voulait. Hein. Le mec, il pouvait mettre le bol absolument où il voulait. Je voudrais juste faire un petit insert par rapport à ça, parce que je vous parlais des croyances genrées, et là on est typiquement dans ce cas, puisque la géobiologie est plutôt masculine, hein, et là nous avons 3 hommes qui proposent un sourcier, un géobiologue, pour résoudre les problèmes. Et alors, et on reste dans le New Age là, bien sûr. Et alors là, on a un autre truc, c'est que le géobiologue, il me parle et il voit, je l'écoute, et il me dit, mais vous savez, je fais des stages. Je vais faire un stage. Moi, j'aime bien apprendre, hein, alors j'y vais. Bah, là, il m'a trouvé des dons. Hein. Étonnant. J'ai des dons. Il m'a vendu des baguettes, des espèces de bouts de plastique avec des inserts comme ça pour tenir les doigts et que ça bouge. Alors ça bouge vraiment, hein, mais c'est nous qui les faisons bouger, enfin bon, peu importe. Et je me suis dit, waouh, mon père, mon grand-père, tout le monde, là, pourquoi pas, sur les sources. Et il a aussi joué du pendule en disant qu'on pouvait retrouver des gens sur les cartes et tout. Là, j'ai dit, bon. Alors, là, il voulait me vendre un autre stage. Alors, en fait, c'est marrant parce que j'ai toujours eu une part de pourquoi pas et une part de pas du tout. Et ça, c'est très important aussi parce qu'en tant que pro de santé, si on est totalement fermé à tout ce que nous disent les gens, on les perd aussi. Il faut avoir un degré d'ouverture à l'écoute. On n'a pas défini ce que c'était la santé, mais la santé, c'est un modèle, c'est le maintien ou l'essayer d'être au mieux sur un modèle biopsychosocial. Ça veut dire le corps, le psychisme, et puis aussi derrière les liens sociaux avec les gens. Hein, c'est tout ça la santé. Bon, bref, je m'égare. On doit rester quand même ouvert à des degrés d'écoute et d'empathie, etc. Alors, quand on est un petit peu evidence-based medicine, je dois définir, médecine basée sur les preuves, on va souvent nous dire « Ah, mais vous êtes des rationalistes purs, vous n'écoutez pas les gens ». En fait, pas du tout, mais il importe vraiment de donner le temps long à tout le monde et d'écouter tout le monde. Bon, bref. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne pourra jamais me reprocher de ne pas avoir été ouverte d'esprit, hein. Sauf qu'à un moment donné, il faut refermer le truc parce qu'être ouvert d'esprit, c'est pas les portes ouvertes à toutes les fenêtres, hein, je sais pas comment on peut dire. C'est vraiment, il y a un moment donné, il faut savoir fermer les fenêtres aussi. Hein, voilà. Donc, j'ai pas fait le stage. Hein, sachant qu'il venait me faire le stage, mais tu as vraiment des dons, tu sais. Bon, donc là, on a sur autre chose parce qu'en fait, les gens qui venaient, c'était quand même essentiellement des nanas. Les formateurs, c'était des hommes, mais les gens qui venaient, c'était essentiellement des femmes, sur le volet formation en tout cas. Et puis alors après, c'est comme aux jeux vidéo, hein, vous passez une étape, et puis une autre étape, et une autre étape, et vous vous retrouvez en stage dans la forêt de Tannenkirch, à passer sous des dolmens avec des trous dedans, en faisant comme ça, et ils vous disent que c'est comme la renaissance de quelque chose. Bon, là, c'est des limites aussi, par exemple. Alors, je rebondis là-dessus. Elisabeth, ces histoires de stages qui s'enchaînent et souvent, je crois, de plus en plus chers, c'est quelque chose qui est assez typique du New Age ou pas du tout ? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, comme on souhaite atteindre un niveau ultime en fait, hein, de réalisation de soi, ça arrive rarement au premier stage. Hein. Donc, bien souvent, on va faire plusieurs niveaux de stage et souvent les formateurs proposent plusieurs niveaux, des stages d'initiation, de perfectionnement, etc., etc. Et surtout, il y a quelque chose de très transversal, de très horizontal, qui est que je peux essayer une fois de faire de la géobiologie, d'aller passer sous les dolmens pour faire l'expérience de traverser un espace, un portail spatio-temporel, mais je peux aussi choisir d'aller faire une séance de Reiki pour me relaxer, ou je peux aussi, je ne sais pas, aller faire de la réflexologie plantaire pour soigner mon foie. Et en fait, il y a tout un maillage, qui est un maillage social en réalité, qu'on retrouve aussi sur Internet bien sûr, mais aussi dans la vraie vie, de gens qui vont vous conseiller à tel stage, j'ai été faire telle séance avec cette personne et c'était génial, ça m'a fait tellement de bien, je me suis sentie vraiment différente d'avant, etc. Donc, par le bouche à oreille, on va en fait souvent aller picorer dans différentes disciplines, différents domaines, différents praticiens. Et il y a évidemment des praticiens et des praticiennes qui font plein de choses. Hein. Ils sont super balèzes. D'ailleurs, je crois que Marie-Ange aussi a été surdiplômée du New Age. Ah, je suis surdiplômée. Bon, le stage de géobiologie, ça ne m'intéressait pas trop, mais ensuite, assez rapidement,
comme j'avais fait beaucoup de botanique pendant classe prépa et puis pendant mon école d'ingénieur aussi, et que j'aime le beau, que j'aime les plantes, que j'aime bien la détermination botanique, j'ai fait une super école en herboristerie qui, alors très honnêtement, reste quand même sur beaucoup de détermination, de cueillette sauvage et de choses comme ça. C'est pas mal de savoir ce qu'on peut manger, pas manger, etc. Alors, vite fait derrière, ça se profile quand même toujours un petit peu la collapsologie, l'autonomie. Enfin, des fois qu'on sache plus se soigner un peu comme dans la planète des singes, qu'est-ce qu'on ferait en trouvant des plantes, etc. Bon bref, donc il y avait ça en fait. Et ça grenouillait un petit peu dans tout un tas d'émissions, encore une fois, liées à des mouvements de décroissance, ce que nous racontait Pierre Rabhi sur l'autonomie, etc. De retrouver en fait tous ces savoirs ancestraux, appel à la tradition, appel à la naturalité, etc., compatible avec les enfants, parce que c'est mieux des tisanes évidemment qu'autre chose. Hein, non Marie-Ange, est-ce que tu peux rapidement dire ce qu'est l'herboristerie par rapport ouais. à la phytothérapie et par rapport à la pharmacie? Voilà, les trois, rapidement. Alors, l'herboristerie, c'est les plantes entières ou cueillies, ou en tout cas les parties racines, tiges, feuilles ou fleurs qui vont avoir des propriétés une fois qu'elles sont séchées ou qu'on les utilise en décoction. On reste sur quelque chose qui est... je vais dire naturel, mais ce n'est pas le cas, en tout cas que vous pouvez faire vous-même. Quand on passe à la phytothérapie, en général, il y a une étape galénique. La galénique étant qu'à un moment donné, on va encapsuler des choses et puis vous allez avoir des laboratoires de compléments alimentaires qui vont se greffer derrière. Donc moi, comme j'étais douée, évidemment, je ne me suis pas arrêtée à l'herboristerie qui était sympa. On m'a dit, ouais, mais tu sais, tu pourrais aller faire un diplôme dans une fac de médecine à Paris, un joli DU en phyto-aromathérapie, avec des médecins qui donnent des cours, des pharmaciens qui donnent des cours, des gens, pharmaciens et médecins qui sont dans les salles, des naturopathes, etc. Donc là, ça commence à donner quand même sérieusement une espèce de caution. Bon. Alors entre-temps, moi j'ai fait un truc bien, c'est que je me suis dit, on va vraiment tout lâcher mon boulot et on va devenir paysan. Donc j'ai fait... un brevet de responsable d'exploitation agricole, donc j'ai aussi eu des chèvres, fait toutes sortes de trucs. On s'est installé à la campagne. Vous connaissez les Fatal Picard ? C'est un vrai don de Dieu, les ronces, les orties, les champignons vénéneux. Non, alors non, les gens qui vont m'écouter dans l'Allier, moi j'adore l'endroit où on est. Le petit problème, c'est que j'ai entraîné tout le monde là-dedans. Et mon mari aussi, qui a suivi, il est gentil, je peux vous garantir qu'il est gentil. Il a supporté. Bon, bref. Mais c'était, voilà, on était dans quelque chose, et surtout, c'était vachement dans l'air du temps. Quand on racontait ça aux gens, on disait « c'est tellement bien, vous partez, vous réalisez ce que vous faites, ça a du sens. » Enfin, bon, bref. Et donc, comme j'avais cet ancrage un peu agricole, là, quand je suis allée à Paris et qu'ils ont commencé à nous raconter des choses, j'avais à la fois toujours pareil, un pied dedans, un pied dehors. Et je me disais, bon... Il y a des trucs, c'est quand même pas terrible. Et j'en reviens à la phyto. Donc la phytothérapie, ça va être, à gros traits, on va encapsuler des choses, on va vous les vendre, y compris dans certaines pharmacies. Donc je ne vais pas me faire des amis, mais il y a un moment donné, c'est une caution. Quand on vend en pharmacie des produits type homéopathie, phyto, aroma, etc., alors vaut mieux les vendre à cet endroit-là probablement que sur n'importe quel site en ligne. Mais il y a quand même une problématique ça donne une caution de forcément ça marche. Et est-ce que ça marche ? Et alors, est-ce que ça marche ? J'ai oublié de ramener, j'avais une espèce de bible comme ça qui venait de la fac de pharma de Strasbourg, où il y avait des tonnes et des tonnes et des tonnes de références d'études. J'en reviens à ma lecture d'études d'avant. Moi, je vois des études, je me dis, oui, c'est enseigné, donc ça marche. Et puis, on fait des vrais médicaments avec. Mais pour autant... est-ce qu'on peut s'improviser soignant ? Est-ce qu'on peut les distribuer comme ça aux gens dans des magasins ? Est-ce que vraiment ça va avoir un effet ? Enfin, c'est quand même une question. Puis si vous creusez un peu, c'est tout sur des souris, tout sur in vitro. Enfin, en fait, ça n'a aucune espèce de valeur. Donc, j'ai plus d'avis sur cette question-là. Il y a probablement des recherches sérieuses qui sont faites sur des plantes dans des essais cliniques qui sont bien faits.
Mais il faut les chercher, les regarder et aller regarder dans le détail. Donc, est-ce que ça marche ? Oui, puisqu'il y a des gens qui disent que ça marche. Ok, non, c'est prouvé. C'est le haut de la pyramide. Des gens disent que ça marche. Si les gens disent que ça marche, ça marche. Après, on a la C'est de l'humour, on le précise. Hein. Oui, c'est de l'humour. Et alors, il y a aussi la version qui est bien aussi, c'est l'aromathérapie. Alors là, l'aromathérapie, on est quand même sur là des choses qui sont des principes actifs très très concentrés. Il y a eu une mode, maintenant peut-être un peu moins, que tout le monde manipule comme si c'était une évidence que ça soignait. Les phénols, ça brûle. Hein, enfin, il faut faire attention quand même avec ça. Et là encore, vous avez une espèce de côté naturalité. Ah, mais alors, c'est des plantes. Donc c'est ancestral, on l'a toujours fait, vas-y, banco, on va mettre des huiles essentielles de partout. Et là, on en revient à nouveau au maternage. Pendant que j'étais enceinte, on était quand même en train de dire, faut faire attention aux huiles essentielles, mais il y a quand même des produits cosmétiques qui sont drôlement sains, qui commencent par un W et qui terminent par un A, et là, on est vraiment sûr qu'il n'y aura pas de problème pour les enfants. Hein ? Voilà. Velleda. Je voudrais juste faire un petit point pour que ce soit bien clair concernant l'herboristerie, la phytothérapie, l'aromathérapie. Donc l'herboristerie, comme Marie-Ange le disait, donc on prend vraiment la plante en tant que telle. Et aujourd'hui, il y a quelques plantes dont on sait qu'elles ont effectivement une efficacité en tant que telle, sans être isolées dans leurs molécules chimiques, telles que le fait la médecine moderne, la recherche pour proposer des médicaments de synthèse. Donc oui, bien sûr qu'il y a des plantes qui peuvent avoir un agent actif intéressant, mais on sait qu'on a aussi énormément, et sans doute en fait la majorité, qui ont très peu d'effets, voire pas du tout. Donc voilà, prendre une tisane pour aller dormir, en réalité peut-être que l'eau chaude va vous faire du bien, mais que le nuit calme n'est en réalité que un appel à la consommation. Et la phytothérapie, c'est un peu mieux puisqu'on isole plus les facteurs qui, a priori, sont des agents actifs pour en faire des gélules. Et là, il peut y avoir peut-être un peu plus d'efficacité, mais comme le disait Marie-Ange, finalement, il faut vraiment aller voir dans le détail ce qu'on ne fera pas aujourd'hui. Et a priori, on a moins d'efficacité en phytothérapie qu'on peut l'avoir avec des médicaments. Qui, eux, ciblent vraiment les molécules et ne prennent pas juste l'essence d'une plante. Ce qu'on veut toujours faire avec ça, c'est éviter les effets secondaires. Bon, souvent, on évite aussi les effets primaires, hein, en même temps. Mais bon, c'est vrai qu'on parle souvent des effets secondaires des médicaments et rarement des effets secondaires de l'aromathérapie qui sont pourtant peuvent être atroces. Qui peuvent être problématiques également. Alors je ne sais plus où j'en étais. Je reviens quand même sur les éléments qui font rentrer tout doucement le New Age dans la vie des femmes. J'ai accouché dans une salle nature où j'ai eu le droit d'être pendant 12 heures dans une baignoire. Comme mon col s'est pas dilaté, ils m'ont mis des aiguilles dans les pieds. Et puis ensuite, comme ça partait quand même à la catastrophe, ils m'ont fait une péridurale parce que quand même, la péridurale, est-ce que vraiment... Ouais. Au bout de 24 heures, ouais. Mon mari était fatigué de mon accouchement. Il est allé dormir d'ailleurs, parce qu'il a dit on aurait pu venir le lendemain en fait. Bref. Et à un moment donné, alors là c'est le moment drôle, donc j'étais péridurale, bloc moteur, avec des aiguilles dans les pieds pour dilater le col, que ça s'est jamais dilaté. Et il y a une dame qui vient me voir et qui me dit ça va ? Et elle s'assied sur mon lit. Et je lui dis non, ça va pas bien, par contre vous êtes assise sur mes pieds et j'ai des aiguilles dedans. Mais je m'en fous, je sens rien. Voilà. Et là, on était quand même sur un endroit qui m'a permis d'avoir mes enfants. C'est-à-dire, on était vraiment sur un centre de référence sur la fertilité. Sans eux, je ne les aurais pas eus. Mais à un moment donné, pareil, j'ai eu droit à l'acupuncture.
par rapport à une sciatique de femme enceinte. Bon, bref. Et moi, j'avais l'impression que ça marchait. Ça a marché. J'étais fatiguée et j'ai eu l'impression que ça... Alors, du coup, ça m'a convaincue que pourquoi pas. Et donc, ça veut dire que toutes ces médecines qui m'ont été proposées à un moment donné en étant dans la douceur, parce que quand on est maman, il faut qu'on soit douce, en fait, finalement, je suis restée un peu là-dedans pendant longtemps. Voilà. Comment j'en suis... Où est-ce que donc, alors, oui, le bol feng shui, si c'est drôle aussi. Je l'ai déménagé avec moi quand on s'est installé à la campagne. Et puis, comme je cassais quand même pas mal les pieds à tout le monde avec mes trucs de naturalité, de tout ça, parfois on se dispute aussi. Alors, ça, je le dis en rigolant, mais en vrai, ça sépare des gens. Hein. Ça sépare vraiment des gens. Et le bol feng shui, je l'ai pris, je l'ai cassé. Hein. Ça m'a bien détendu. Donc ça sert, ça marche. Alors, ok, on a vu tout ça. Tout ça a l'air relativement doux, à part le bol feng shui qui a mal vécu l'histoire. Mais j'ai envie de dire... Pourquoi on en parle et pourquoi on ne laisse pas les choses se faire? Est-ce que derrière, il y a des dangers ou c'est juste la liberté de chacun? Alors, les dangers, c'est quand ça commence à... Ou par exemple, on vous dit, tu sais, c'est très très important d'aller voir un ostéo qui fait du crânio-sacré après la naissance de ton enfant pour qu'il dorme. Mais c'est normal aussi qu'il te mette un doigt dans l'anus. Parce que bon, tout ça, pour ta vie de femme après, puis pour le coccyx, quoi, tu as eu un accouchement dur. Donc en fait, on se met à accepter des trucs parce que quelqu'un vous l'a conseillé. Et là, les conseils, ça peut venir d'autres femmes qui sont passées par là et puis qui vous disent c'est ça qu'on fait maintenant. Hein, j'ai eu un accouchement dur, c'est ça qu'on fait. Et en fait, on accepte quand même des choses qui sont problématiques. Donc moi, je vous avoue, je m'en fiche. Il y a des gens, je pense que ça n'a pas dû leur paraître tellement normal. Ce genre de choses. Quand on se retrouve on en revient à mon histoire d'endométriose, etc. Quand on en vient à commencer à vous interroger sur de la psychogénéalogie, de quelle est la responsabilité peut-être de vos ancêtres dans ceci et cela, voire même à greffer dessus de l'épigénétique. Bon, alors là, Dieu merci. Je peux dire Dieu merci alors que je suis laïque. Je vais dire Dieu merci. Donc Dieu merci, le fait que j'ai fait de la génétique avant faisait que j'étais pas très perméable là-dessus. Ça a quand même un petit peu verrouillé les choses. Mais quand vous êtes quelque part, et maintenant tout ce que je vous raconte là, je continue à l'entendre de la bouche de mes patientes. Je n'ai pas à parler de mes patientes, mais tout ce que je vous dis, c'est ça. Les errances diagnostiques, la non-écoute de la douleur, la non-prise en compte de ceci ou cela, le diktat autour de la maternité. Je ne vous parle même pas des choix des écoles, parce qu'effectivement, après, les écoles, il faut que ce soit une école alternative, quoi, parce que sinon, vous risquez de les traumatiser. Alors oui, il y a des enfants qui ont besoin de prise en charge particulière, mais peut-être pas tout le monde, hein, et peut-être pas dans l'école alternative, c'est peut-être pas parce qu'on fait des trucs plus avec ses mains que forcément c'est mieux. Tu parles de Montessori et Steiner, là? Je parle d'écoles alternatives variées. Alors là, voilà, évidemment, ça allait avec tout ça. Et j'étais dans des groupes de parentalité. Et en fait, on avance petit à petit vers tout ça. Et tu me demandais pourquoi on en parle. C'est que j'ai arrêté de travailler. Je me suis retrouvée à acheter quelque chose quelque part qui maintenant ne vaut rien. On adore notre maison, mais on a tout retapé, mais à la perfection. Le chaud-chanvre, l'électricité qui ne tourne pas en boucle parce que des fois que ça fasse des mauvaises ondes. On a fait des travaux plus chers et plus compliqués parce que très, très, très écolo, parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait mon mari me l'a rappelé, de formaldéhyde. On ne pouvait pas acheter des produits normaux. Il fallait toujours qu'on achète des produits bio-écolo. On a fait la maison écologique parfaite. Sauf que l'argent qui a été injecté dedans, jamais on le récupère si on la vend. Alors on peut se dire, oh mais c'est que de l'argent. Oui, oui, c'est que de l'argent. Donc en fait, ça mène quand même les gens vers des situations, c'est-à-dire que l'escalade de l'engagement, c'est pas toujours, je m'achète une école de naturopathie à 12 000 €. Ça peut être, non, ça je suis pas d'accord. Par contre, je vais acheter du Fermacell vachement plus cher que du Placo et ça va me coûter aussi ce prix-là. Hein. Donc
ça nous emmène quand même sur des prises de décision qui emmènent le budget familial loin, avec toujours pas de boulot pour moi. Donc en fait, une tentative de réalisation via ces formations que j'ai faites en phyto, en aroma, parce que j'avais bien l'intention de m'installer. Donc je me suis pas installée. Et là, il s'est passé des choses dramatiques autour de moi, mais vraiment dramatiques, qui m'ont pas concerné moi directement. Enfin, bref, un accident de voiture, ça a un peu hypothéqué mes velléités de devenir paysanne. Et puis d'autres drames qui m'ont occupée à autre chose. Et heureusement, j'ai lâché. Parce que dans tout ce même temps, je gravitais dans ce milieu très bienveillant, très écolo, très tout ça. Mais en définitive, il n'est pas meilleur qu'un autre. Le fond, du cœur des gens, il n'est pas forcément meilleur. Et en fait, ce qu'on peut rejoindre sur les améliorations continues qu'on recherche en faisant tout bien, en se disant « ça va aller mieux dans ma vie », mais ça ne va pas forcément mieux dans sa vie. Du coup, et toi, Elisabeth, c'est des choses que tu, dans ton expérience globale, que tu retrouves de mécanisme? Oui, bien sûr, déjà dans mon expérience personnelle, puisque moi aussi j'ai été dans les mêmes choses, mais motivée par le développement personnel, mon développement personnel, et aussi motivée par des questions spirituelles. Donc, ce que raconte Marie-Ange, je l'ai vécu très différemment, mais aussi dans une escalade où une chose en amène une autre. Et c'est vrai que ce que je peux observer aussi, c'est beaucoup le fait que y a des femmes qui vont, comme l'a fait Marie-Ange, abandonner une carrière professionnelle pour devenir coach, pour devenir praticienne dans telle ou telle pseudo-thérapie, pseudo-approche holistique. Et finalement, ça dessine aussi des destins. Et ça peut vraiment créer de graves problèmes dans les couples lorsque une personne ne suit pas, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme. Et ça peut aussi avoir évidemment des incidences sur l'éducation des enfants. Quand moi-même j'ai éduqué mon fils dans la croyance spirituelle en lui disant qu'il était Dieu, qu'il était une incarnation de Dieu. Donc, je veux dire, ça peut aller loin. Ça peut aller très très loin avec toutes les conséquences matérielles que ça va avoir dans les décisions qu'on peut prendre pour sa propre vie et celle des autres. Donc il y a des personnes qui vont quitter leur travail, mais qui vont aussi quitter peut-être leur couple parce que la personne en face n'a pas le bon taux vibratoire. Oui, oui. Je veux dire, la personne clairement me plombe. Il faut que je m'en aille si je veux pouvoir poursuivre ma mission de vie et faire ce que je suis venue faire sur Terre, sans être avec un boulet. Après, ça peut même aller jusqu'à abandonner ses enfants, parce que finalement, on a une mission de vie et il faut aller au bout de cette mission de vie. Donc les conséquences peuvent être importantes, et bien sûr les conséquences sur la santé. Parce que finalement, et c'est ce qu'on voit dans les différents rapports qui sont sortis récemment, que ce soit le rapport de la Miviludes de 2021, qui pointe du doigt que la plupart des risques sectaires, là si on va vraiment dans des dimensions beaucoup plus graves, se produisent dans le milieu de la santé et du bien-être, ou que ce soit le rapport de la DGCCRF qui a indiqué que, je crois, 80% des personnes contrôlées travaillant dans le bien-être étaient hors des normes. Donc, hors des normes, bien entendu, parce que de toute façon, déjà, au départ, quand on propose une pratique qui n'a aucun fondement scientifique et qui n'a pas pu prouver son efficacité, qu'est-ce qu'on propose à ses patients ou à ses clients? Ça, c'est quand même très, très problématique. Ça peut entraîner des retards de diagnostic et des retards de traitement. Donc, ça peut aller jusqu'à la mort. On sait qu'il y a des milliers de personnes en France qui meurent chaque année parce que, c'est une estimation, parce qu'elles n'ont pas suivi leur traitement contre le cancer, par exemple, de manière suffisamment rigoureuse, ou même ne l'ont pas suivi du tout, parce qu'à côté, elles ont un traitement alternatif qu'elles jugent intéressant et qui va être plus doux, qui va être quelque chose de moins agressif qu'une chimiothérapie. Donc, on voit que les répercussions, elles sont importantes sur la santé. Un exemple
à la fois moins dramatiques et plus dramatiques que le cancer et l'abandon de soins. Il y a simplement les seniors, la dénutrition protéino-énergétique chez le senior. Quand on vous oriente via le New Age, la naturopathie ou autre chose sur l'abandon de certains types d'aliments, on peut aller vers des régimes carentiels. Donc on vous dit qu'il faut arrêter les produits laitiers. Bon, il faut savoir que spécifiquement, les gens, quand ils vieillissent, ils ont des besoins protéiques qui augmentent. Tout le monde surfocalise sur l'obésité, le surpoids, et on a peur. Mais en fait, moi, j'ai découvert sur un DU vachement bien, très bien d'ailleurs, un diplôme universitaire à la faculté de pharma que j'ai mené en parallèle avec mon BTS de diététique à Clermont-Ferrand. On nous a parlé de dénutrition. C'est la première fois de ma vie que j'entendais parler de dénutrition. Et je me suis dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Il y a un moment donné, les gens qui rentrent à la quarantaine dans ces mouvances-là sont capables de conseiller à leurs aînés qui ont des pathologies rhumatismales, inflammatoires, etc., d'arrêter tel type d'aliment. Moi, j'interviens dans un endroit où il y a des cures thermales. Les gens, ils n'ont pas 40 ans, ils en ont 70, ils ont des pathologies. Plus vous avez de pathologies, plus vous cherchez des solutions. Si les solutions, c'est de vous enlever des aliments dont vous avez besoin et que vous ne compensez pas par autre chose, à un moment donné, ce qui se passe, c'est une perte d'autonomie et une entrée dans la fragilité. Le nombre de personnes qui ont arrêté en changeant du fromage de vache en fromage de brebis qui coûte 50 fois plus cher, donc ils ne peuvent pas se le payer, et puis qui ont toujours aussi mal. Et ensuite, ce qui est génial, c'est que dans ces propositions-là, on n'interroge jamais la théorie. On interroge toujours la pratique de la personne. Vous n'avez pas fait assez bien, pas assez fort, pas assez souvent. L'exclusion n'était pas assez forte. Ah, mais c'est ça, ouais, vous êtes stressé. Ou alors, après, il y a de l'épigénétique. On arrive toujours à responsabiliser, culpabiliser les gens. Au bout du bout. Et donc, on peut faire des drames autour de ça. Alors, vous regarderez les collectifs de lutte contre la dénutrition. Il y a des semaines nationales contre ça maintenant. Quand vous donnez des conseils d'arrêter ceci ou cela à des personnes, il faut bien savoir ce qu'on est en train de faire. Et c'est pour ça que les professionnels de santé sont là pour donner des conseils. Quand ils vous donnent des conseils qui vous paraissent bizarres et qu'ils affichent des pratiques très, très, très New Age, vous avez peut-être l'idée d'avoir un red flag autour de « faut faire un petit peu attention ». Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, je me suis fait avoir au début. Je me suis fait avoir au début. Quand un médecin vous dit arrêtez le lait de vache, vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux. Et pour certaines personnes, il y a des choses qui vont aller mieux, mais ce n'est pas à cause du lait de vache. Enfin, c'est autre chose, c'est prise en charge, syndrome d'intestin irritable, etc. On ne va pas rentrer dans la diététique maintenant. Mais ça a un danger. Tu me demandais les risques, les risques, c'est ça. Et en fait, moi, c'est ce que j'ai en conclusion à dire, c'est que le New Age, la santé, c'est du bio, du psycho, du social. Le bio, c'est pas l'agriculture bio, c'est le physique, le corps et les liens sociaux. Le New Age, il attaque tout ça. Il attaque tout ça. Parce que vous ne faites jamais assez bien, parce que vous vous éloignez des gens, parce que vous risquez de rentrer dans des régimes d'exclusion et dans le fait de ne pas vous soigner du tout, ou de vous soigner à côté de la plaque. Enfin voilà, il y a des risques sur tous ces champs-là. Donc maintenant, je finis mon DU, mon diplôme universitaire en lecture critique et voilà. En lecture critique des études scientifiques. Moi, je voudrais ajouter une petite chose sur ce que tu disais sur l'aspect social et le fait qu'effectivement, le New Age s'attaque à la fois à l'aspect physiologique, biologique, médical et social. Au niveau social, il y a un autre aspect aussi, c'est des arnaques, carrément, qu'on peut trouver, souvent conseillées, en général conseillées par notre entourage. Donc, par cooptation, on va entrer dans un cercle d'abondance. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler de ce genre de choses. C'est très, très en vogue en ce moment auprès des femmes, justement. C'est une pyramide de Ponzi, ni plus ni moins, donc une arnaque financière, où on va vous demander de mettre une première mise
et qu'on vous promet que vous allez récupérer au centuple. Mais alors, pour ça, il faut que vous rameniez d'autres personnes qui vont mettre la même mise, en fait. Donc, c'est totalement illégal, hein, c'est vraiment de l'arnaque pure. Et ça s'appelle des cercles d'abondance ou des mandalas. Et donc, il y a un aspect comme ça spirituel derrière, un aspect de sororité, de femmes qui vont partager des moments ensemble, qui vont faire des stages, des week-ends, etc. Il y a tout un truc autour. C'est pas que centré sur l'argent au départ. Mais pour y entrer, il faut mettre une mise. Et donc, là, au bout d'un moment, vous allez être face à des personnes qui vont finir par en sortir, mais en ayant perdu ce qu'elles avaient mis. Et quelquefois, c'est des sommes importantes, de plusieurs milliers d'euros. Et c'est aussi tout un enrôlement dans une spiritualité, dans des pratiques qui ne sont là que pour justifier un système d'arnaque. Donc, évidemment que les personnes qui en sortent se retrouvent très psychologiquement affectées, en fait, finalement, si ce n'est financièrement, évidemment, par tout ça, parce qu'elles ont été trompées. Donc là, c'est vraiment un cas, je dirais, plus caricatural, on va dire, même si ça peut être assez commun. J'ai échappé au cercle de femmes. Ça, j'ai pas fait. Au moins ça. Ce que je propose éventuellement, c'est qu'on passe sur une séance d'échange. Ce qui serait bien, c'est qu'on alterne hommes et femmes. Alors c'était déjà pas assez compliqué comme logistique. Merci Elisabeth. Il y a énormément c'est la d'hommes. C'est la priorité. première fois que je fais parce que je fais pas mal d'interventions, mais sur la diététique, c'est la première fois que j'ai autant d'hommes. Après, il y a tous ceux qui étaient coincés là qui n'ont pas pu sortir de la dernière. Bon, allez, je commence par le bas. Allez. Bonjour et merci pour cette intervention. Durant les derniers mois, j'ai plein de bébés qui sont apparus autour de moi. Alors pas magiquement, il y a eu beaucoup d'accouchements, ce qui est très très bien. Et à chaque fois, dans tous les hôpitaux, il y a eu des conseils d'ostéopathie, etc., de la part du personnel soignant, donc une référence en autorité. D'où la double question. Déjà, pourquoi est-ce qu'il y a une telle perméabilité de ce genre de croyance au niveau institutionnel? Et c'est plus compliqué, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour dire peut-être qu'il faut faire attention par rapport à ça, sachant qu'en face, c'est un médecin, une sage-femme, etc., qui a dit que c'était bien de faire de l'ostéopathie pour bébé. Je n'ai pas tellement de réponses. On va vous dire que vous n'êtes pas ouvert. On va vous dire que vous n'êtes pas... faut vous accrocher, quoi. Enfin, s'il y a des gens qui ont des éléments de réponse dans la salle, j'ai envie de dire, faut qu'ils y aillent, quoi. Par rapport à ça... Mais oui, bien sûr. Il y a une grosse perméabilité. On confond écoute, on confond bienveillance et grand n'importe quoi. Enfin, voilà. En fait, le problème, c'est que ça ne va pas s'arrêter demain. Ça va croître, en fait. Parce que c'est aujourd'hui poussé, même par exemple, la ministre liée à la Santé, Madame Firmin Lebaudot, qui reçoit aujourd'hui au ministère des représentants des différentes pratiques pour les pousser dans les institutions hospitalières, dans les cliniques, etc. Donc, il y a différentes raisons à ça. Sans doute qu'elle est persuadée que ce sont de bonnes techniques et qu'elles apportent quelque chose. Peut-être qu'elle est croyante dans ce domaine. Mais je pense qu'il y a aussi, sans doute, quelque chose de très politique derrière, qui est l'abandon de certains aspects de la prise en charge hospitalière au profit du privé. Parce que qui propose ça, comme vous disiez, des ostéopathes, des personnes qui viennent en hôpitaux, qui proposent des services. Et bien souvent, ce sont des services aussi qui sont pris en charge par les mutuelles. Et qui paye les mutuelles? Le patient. Donc, c'est pas demain que ça va s'arrêter. Je pense au contraire qu'on est dans une phase ascendante dans la proposition de ces choses-là. Mais indépendamment des institutions, donc comme les hôpitaux, les cliniques, etc., vous êtes enceinte et vous cherchez des massages. Hein, c'est tout à fait légitime. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Vous avez envie de vous relaxer, de vous détendre et d'avoir un massage. Eh bien, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez en général trouver une personne qui est énergéticienne. Hein, très rapidement, sur tout ce qui concerne la périnatalité, vous n'allez pas trouver une masseuse, point. Vous allez trouver une masseuse énergéticienne. Parce qu'elle est plus diplômée. Oui, elle a le diplôme d'énergéticienne. En plus, après, si vous avez accouché et que vous voulez faire une rééducation du périnée, eh bien, on va aussi vous proposer un Yoni Stream. Le Yoni Stream, c'est juste
faire des décoctions et de la vapeur pour je sais pas, mettre de la vapeur sur votre vulve et votre vagin peut-être, si ça va jusque-là. Et ça, le truc, c'est que non seulement ça ne sert absolument à rien, mais qu'en plus, ça peut être problématique parce qu'on va apporter potentiellement des bactéries par la chaleur de ces vapeurs, là où on peut s'en passer, hein, a priori. Voilà. J'ai un élément de réponse un peu. En fait, c'est comme si les sciences médicales avaient délégué les effets contextuels au New Age. Alors, je vais m'expliquer. Il y a une très très jolie un reportage, c'est Libre Influence, thérapies alternatives, qui est absolument fabuleux à regarder. Une série de vidéos sur YouTube. Voilà. Qui est Libre Influence. Libre Influence. Et en fait, c'est fantastique parce que d'abord, c'est un temps long pour expliquer tout ça, pourquoi est-ce qu'on y va, comment on est touché, etc. Et ils mettent aussi en avant que les effets contextuels, c'est-à-dire les effets placebo, ça marche. Si là, par exemple, je vous dis à tous que j'ai la gale. Voilà. Et des poux aussi. Alors, voilà, ok. Donc, en fait, ça marche très bien. On est sur de l'effet nocebo, mais si je vous dis fermez les yeux, vous allez vous sentir bien. Il y a la moitié de la salle qui va fermer les yeux, s'endormir et sentir bien. Et ça marche, comme le bol feng shui. Et en fait, les effets contextuels et le temps long et l'écoute qu'on va apporter aux gens, elles comptent beaucoup. Et nous, moi, dans mon métier de diététicienne nutritionniste, alors maintenant, c'est 1 heure. Je passe 20 minutes à débunker tous les trucs sur le New Age, 20 minutes d'écoute vraiment sur la personne qui a besoin, parce qu'il y a besoin d'avoir un lien avec le patient. Le lien thérapeutique, il est aussi important que le reste. Et ensuite, après, on s'occupe techniquement de c'est quoi la demande de la personne. Normalement, c'est 1 heure que je devrais passer avec cette personne. En tout cas, plus de temps sur la diététique que sur le fait de débunker tout ce qu'ils ont déjà entendu avant, y compris d'ailleurs sur certaines radios. France Inter. France Inter. Oui, bonjour. En fait, je me reconnais beaucoup dans tout ce qui a été dit jusqu'à présent. J'ai été diagnostiquée l'année dernière après 2 ans d'errance médicale avec une maladie chronique handicapante. Je suis à 2 ans de régime sans gluten et sans lactose parce que ma diététicienne m'a dit que c'était le mal. Et c'était en fait à cause de ça que j'étais pas bien. Donc maintenant, je vais essayer de le réintroduire pour pouvoir enfin bouffer. Et après aussi, pareil, en fait, ma gastro m'a dit qu'elle pouvait rien pour moi et en fait m'a envoyée vers une naturopathe. Ma psy m'a envoyée vers une kinésiologue parce que en fait, ça lui avait libéré des chakras, des trucs comme ça. Et en fait, en soi, tous ces gens sont pas mauvais, mais c'est juste que... Alors, je me suis mis à l'esprit critique à fond l'année dernière, mais le truc, c'est que c'est juste épuisant, en fait, de tout le temps douter. Et le truc, c'est que... La spiritualité en soi, en fait, c'est quelque chose, un concept qui est intéressant. Enfin, le côté laïque, en fait, de la spiritualité, de se poser des questions sur son existence, surtout qu'en plus, quand on est malade et qu'on se pose ce genre de questions, c'est normal. Mais c'est juste épuisant. Et en fait, je sais pas par quoi remplacer, en fait, toutes ces croyances. C'est-à-dire, on nous bassine en nous disant, voilà, faut tester le régime intermittent, faut faire ceci, faut faire cela. J'ai 2 enfants, donc en plus, moi, tous les trucs, voilà, sur les enfants, l'éducation positive et tout, c'est bon, j'en ai pris plein la gueule. Et donc, en fait, le truc, c'est, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que mon cerveau, il peut pas juste tout gérer, cette culpabilité, cette honte, cette remise en question de se dire « Ah, mais j'ai cru ce truc, mais en fait, non, mais je devrais pas, mais quand même, je suis attirée par ce truc. » Et je fais quoi de tout ça, moi ? En fait, l'esprit critique, ça aide, mais ça comble pas tous les besoins. Bah, oui, bien sûr. Je pense que... Je pense qu'il y a 2 aspects dans ce que vous dites sur lesquels j'aimerais rebondir. La première, c'est que les professionnels de santé, les personnes qui accompagnent les personnes qui ont des problèmes, qui sont malades, etc., souvent sont désemparés, n'ont plus de réponse, ne savent pas quoi leur dire. Et donc, il y a des professionnels de santé qui disent « Oui, mais ça ne peut pas faire de mal. Je vais l'envoyer vers un barreur de feu, je vais l'envoyer vers, je ne sais pas moi, même à la limite un astrologue ou autre, parce que peut-être que ça lui fera du bien, peut-être que ça, finalement, ça ne peut pas lui faire de mal. » Ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi dans les hôpitaux, où les gens vont dire « mais c'est pas grave, en fait, ça soulage les gens ». Et en fait, il y a un effet pervers à ça, et qui n'est jamais abordé. C'est une fois que le patient ou la patiente s'est rendu compte que ce vers quoi on l'avait orienté ne marche pas,
ne marche pas plus, marche peut-être moins que là où elle était, qui était peut-être dans l'échec. Peut-être qu'effectivement, la médecine conventionnelle ou la psychologie n'a pas de réponse à donner à ce moment-là. Mais elle se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Il y a un truc que j'ai mal fait, peut-être. Et on m'a orienté vers ça, c'est que ça doit bien marcher quand même. Ben non, on n'a pas de résultat, ça doit venir de moi. Hein, c'est ce que disait Marie-Ange tout à l'heure. Je n'ai pas fait assez bien. Et puis, ça renvoie aussi à la personne. C'est la personne qui doit faire son chemin, qui doit trouver ses solutions, qui doit, par le fait d'aller consulter une personne, une kinésiologue ou autre, va trouver la solution par elle-même, en allant butiner de pratique en pratique. Et là, il y a une errance, effectivement. Et quelquefois, et c'est peut-être aussi ce que l'esprit critique peut nous apporter, il faut savoir accepter, en tant que praticien, mais aussi en tant que patient ou en tant que personne en général, qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas de solution. Quand l'état actuel des choses, malheureusement, et peut-être qu'on est en train de souffrir, mais on n'a pas de solution. Et que chercher, courir après une solution en se disant « je vais bien finir par trouver », mais quelquefois, ça détruit bien plus que de dire « ok, aujourd'hui je souffre, je n'ai pas de solution, je n'ai pas encore trouvé de spécialiste qui puisse m'aider. Peut-être que je trouverai à un moment donné, peut-être pas. Mais voilà, je ne vais pas forcément aller essayer tous les trucs de la Terre qui existent. » Il y a des petites choses qu'on peut faire pour soulager certains symptômes, ça ne guérit jamais rien. Hein. En termes de diététique. En termes de diététique, gluten, caséine, ça ne sert à rien. Mais il y a des choses qu'on peut effectivement faire. Je ne vends rien, hein, c'est juste qu'il y a des pistes. Même pas un petit stage. Non. Alors j'ai bien pensé dans l'Allier à faire des stages de jeunes, payer cher où je fais travailler les gens dans mon jardin sans qu'ils mangent, mais j'ai renoncé. Oui, bonjour. J'ai découvert votre chaîne, ça m'a permis de me poser beaucoup de questions, donc je vous en remercie. Magnifique. Ma question était plus par rapport, est-ce que toutes ces croyances et toute cette cascade d'enchaînement permettent-ils à certaines personnes de justifier un narratif comme quoi les femmes, c'est fait pour éduquer les enfants, pour rester à la maison, faire la popote, voilà, je résume vite fait, et que l'homme, il doit rester, faire travailler ou dire ce que la femme doit faire. Je ne sais pas si c'est fait pour, mais en tout cas, c'est sûr que ça encourage à suivre cette ligne, en fait, des stéréotypes de genre. Oui, ça renforce les stéréotypes de genre comme c'est pas possible. Et en fait, on est des segments de marché. On est des segments de marché. Tel type de pathologie, tel type de préoccupation à un certain moment de la vie. Enfin, on a tous des fêlures, des fragilités, des failles plus ou moins fortes. Et pour chaque faille, pour chaque fragilité qu'il y a, vous avez une solution de ce type-là qui va se présenter. Je pense par exemple au concept de féminin sacré. Ah bah, oui, voilà, typiquement. Oui. Mais je peux que vous encourager à développer votre féminin sacré. Je pratique tous les jours. Et je vois qu'il y a beaucoup de féminin en vous, déjà. Ouais, on le sent. Alors, une âme ancienne. Allez, on la fait remonter par là-haut, s'il vous plaît. Une femme, hein. Ah ouais, j'ai compris. Merci. Bonjour. Je suis soignante, je suis infirmière et je voudrais témoigner en fait parce que lors de ma formation, j'ai eu le droit à faire un module de médecine douce où on m'a appris l'homéopathie, l'aromathérapie, la sophrologie et on m'a expliqué que si j'adhérais à ça, j'allais être une meilleure soignante. Et forcément, j'ai suivi. Et en devenant mère, ça m'a encore plus poussée à rester dans cette démarche. Et j'étais quelqu'un qui avait tendance à dire aux gens, tu devrais peut-être essayer de l'homéopathie. Mais c'était toujours en plus des traitements conventionnels. Parce que pour moi, le traitement conventionnel, quand même, c'était la base. Et si j'avais pas été sur Twitter, s'il n'y avait pas eu le Covid, s'il n'y avait pas eu, en fait, toute cette effusion d'informations, je pense que je me serais jamais tournée vers l'esprit critique et je dis pas que j'aurais pas remis en question mes pratiques, mais ça aurait été peut-être été plus compliqué pour moi de le faire. Donc c'était pour expliquer aussi aux gens pourquoi certains soignants sont dans cette démarche, c'est parce qu'on nous l'enseigne tout simplement et on nous dit que c'est bien, donc on les croit. Oui, puis il y a une volonté de bien faire.
d'accompagner. Et puis, il y a peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez, ça m'intéresserait d'avoir votre avis, le fait que les infirmières et les infirmiers, par rapport aux médecins, quelquefois se disent j'ai envie d'apporter quelque chose moi aussi, j'ai pas envie d'être juste au service d'un médecin qui sait tout et qui nous dit ce qu'on doit faire, et donc d'apporter aussi quelquefois une pratique alternative. Ça permet au personnel infirmier ou d'aide-soignante d'avoir l'impression de contribuer plus et mieux auprès des patients. Parfois, il suffit juste de s'asseoir sur un lit, donner la main et écouter les gens, et ça marche aussi bien, quoi. Mais encore faut-il le faire, avoir le temps de le faire. Ouais. Merci. Merci. Bonjour. Voilà, j'avais une question au sujet en fait de la forme que prend le discours New Age, qui est finalement très attractif parce qu'il est très coloré. On voit sur l'image une belle femme, Pocahontas, ça éveille tout un tas de choses. C'est un peu une façon de faire un appel finalement au monde de l'esprit critique et aux artistes, peut-être de faire quelque chose en commun pour faire passer des idées qui ne soient pas stériles, parce que ça a un côté un peu comme ça, la science, au premier abord. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont attirées aussi par le paquet, en fait, le package. Voilà, c'était juste pour donner cette idée, peut-être que ça influence plus, parce que petit à petit, on y va dans le New Age, sans savoir où on va, mais juste parce qu'on est attiré par les paillettes. Moi, j'appelle ça la maison de pain d'épices. C'est comme dans la maison de pain d'épices, Hansel et Gretel, on rentre là-dedans, c'est joli, ça donne envie, c'est sûr que c'est moins aride que l'hôpital, la lecture critique, etc. C'est sûr. Bonjour. Tout d'abord, merci pour l'intervention, c'était très intéressant. Moi, je suis tombée dans votre podcast juste avant de faire un stage en Reiki par la personne juste à ma gauche qui m'a conseillé votre podcast, et ça m'a beaucoup aidé, ça m'a fait changer d'avis sur plein de choses. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a énormément d'hommes, particulièrement autour de moi, qui tombent petit à petit dans le New Age par différents biais. Voilà, c'est pas forcément l'ostéopathie, etc., mais plus sur le développement personnel, le fait d'être une meilleure personne, et notamment un meilleur homme, un meilleur mari, un meilleur amant, etc. Et l'autre application que je vois, c'est au travail. Je travaille avec beaucoup d'hommes, moi aussi je suis ingénieure, et aujourd'hui, je sens qu'il y a beaucoup de demandes de ces hommes d'appliquer ce New Age au travail, pour le bien-être au travail. Et donc je voudrais demander quels sont vos meilleurs conseils pour bloquer, entre guillemets, ce New Age qui envahissait avant mon environnement personnel et qui aujourd'hui commence à envahir mon environnement de travail. Je suis désolée, j'ai aucune réponse à vous donner là-dessus. Non, la seule chose, c'est que la parole circule. C'est ça qui peut contrecarrer une autre parole qui circule joyeusement, comme le développement personnel et les pseudo-techniques de bien-être au travail, etc. Donc c'est venir, et c'est pareil à l'hôpital, c'est venir en disant moi, ce qui m'intéresse, c'est autre chose. Et moi, ce qui me paraît utile ou efficace, c'est autre chose, une autre technique, une autre manière d'appréhender les choses. Et resituer aussi, faire de la pédagogie si on peut, si on en a envie, si on en a les moyens. Pour moi, c'est plus des rapports humains, en fait, où on va pouvoir échanger et ne pas s'empêcher d'échanger si on a un avis contraire, si on a un avis différent. Et c'est difficile, je le sais, puisque c'est de plus en plus banal, en fait, de mettre en avant le pouvoir des énergies ou la révolution du développement personnel. Donc, venir en face et dire le développement personnel, c'est de la merde, c'est un peu compliqué. Alors, ce que vous pouvez peut-être faire, parce que là, ça renforce le stéréotype de genre sur la performance. Oui, tout à fait. Justement, j'allais vous dire en fait, qu'il y a des objectifs. Pub, le coaching, l'Eldorado de la manipulation mentale. Oui, c'est une émission que j'ai faite qui s'appelle comme ça. Je ne sais pas si vous l'avez écoutée. Oui, je l'ai écoutée. Alors oui, j'ai essayé, ça n'a pas marché. À la place des baby-foot, mettre des enceintes avec diffusion de podcast. Ouais, ça c'est une bonne idée. Leur envoyer ça, écoutez. Bon, par contre, sur le New Age au travail, il y a une excellente table ronde l'année dernière au REC. Mais oui. Sur ce sujet, n'est-ce pas Animée par Wolf également, et que j'avais faite avec Albert Moukébert. J'ai remplacé Albert Moukébert. C'est un aboutissement dans ma vie. Non, mais c'est vrai que les hommes peuvent être assez sensibles à écouter des témoignages d'hommes aussi. Peut-être que ça peut être une petite piste. Et c'est vrai que les deux émissions qui viennent d'être citées, dans ces deux émissions, ce sont des hommes qui parlent des notions de bien-être, de manipulation au travail, de coaching, etc.
Merci beaucoup pour cette table ronde. Juste rebondir sur 2 points. Il y avait sur la dénutrition et la maladie mentale, enfin le trouble mental, je ne sais pas comment dire aujourd'hui, qui tue le plus, c'est l'anorexie. Si on en a peu conscience, on a l'impression que c'est des grosses crises psychotiques de gens qui vont se suicider, se jeter. Celle qui tue le plus de personnes, c'est l'anorexie. Donc c'est vraiment pas à sous-estimer la dénutrition, c'est vraiment un spot number 1 de santé publique. En deuxième, c'était sur l'ostéopathie pédiatrique du coup, qui peut être proposée en maternité, clinique et autres. On est le seul pays au monde à proposer systématiquement ça. Faut que ça nous pose des questions. Je veux dire, si on accouche à peu près ailleurs, peut-être exception faite l'Allemagne parce qu'ils sont quand même très très thérapie alternative, mais on est vraiment quelques exceptions de pays, je veux dire, qui proposent systématiquement ce genre de soins après l'accouchement. Donc voilà, si c'est pas indispensable aux autres, pourquoi ça le serait pour nous? Tu sais pourquoi? Parce que c'est bankable, parce que c'est bankable. Pourquoi en France? J'ai pas la réponse à toutes les questions. Je sais juste le constat. Et petite 3 questions du coup pour Marie-Ange. Vu qu'il y a le côté botanique, herboristerie, cueillette, est-ce que tu es allé jusqu'à la spagyrie ou pas? Non. Non. La spagyrie étant le versant un peu alchimique de la cueillette, donc il y a tout un versant spirituel de l'herboristerie où on fait des décoctions un peu cheloues, machin. Et je ne savais pas si tu avais été jusqu'à là ou pas. Mais je me définissais comme une sorte d'alchimiste domestique à un moment donné. Ah, c'était pas loin. Sorcière? Pas loin. Sorcière? Sorcière. Jamais les autres me qualifiaient de sorcière. On a découvert qu'on était toutes les deux des sorcières en fait. Merci. Oui, pour ceux qui n'ont pas écouté la dernière émission de MetaChoc, j'ai été sorcière. Bonjour, je peux prendre la parole? Oui. Bon, oui, je pense. On est autogéré, allez-y. Super, merci. Déjà, merci à vous deux, c'était hyper intéressant. Et juste moi, pendant des années, je me suis considérée comme sorcière. Et aujourd'hui, du coup, j'ai l'impression d'être un petit peu la seule dans mon environnement affectif, mon environnement proche, à être dans l'esprit critique, etc. Donc, un petit peu de solitude. Et du coup, je me demandais, il y a des personnes autour de moi que je chéris beaucoup et qui sont en dérive totale dans le sens où elles dépensent beaucoup d'argent. Notamment, je pense à une amie qui a de l'endométriose et qui fait des stages sur des stages sur des stages, toujours en cherchant une nouvelle cause. Et je me demandais si vous aviez peut-être des clés pour moi, peut-être juste à mon échelle, planter des petites graines. Je ne sais pas si vous avez des idées ou pas. Merci. Alors, il y a des idées France Culture. Les fantômes de l'hystérie à écouter. À vous de l'écouter, vous, okay. Et puis de voir ce que vous pouvez en tirer. La conférence qu'il va y avoir cet après-midi sur l'endométriose qui va aussi donner des pistes. Le lien dont j'avais parlé tout à l'heure sur l'endométriose, la CQFD, la science, je crois, qui était passée la semaine dernière ou autre, ce qui lui est proposé ne fonctionne pas. Mais ce que lui propose la médecine ne fonctionne pas forcément non plus. Toute la question, c'est elle dépense de l'argent et elle gagne quoi? À un moment donné, c'est simplement de mettre dans la balance qu'est-ce qu'elle gagne, qu'est-ce qu'elle perd. Et malheureusement, c'est une pathologie qui est ultra perméable à tout un tas de choses. Vous nous parliez d'une diététicienne qui vous avait orienté sur des régimes sans ceci, sans cela. On est en train d'arriver sur une dérive actuelle autour de la prise en charge de cette cause nationale aussi, sur ce champ. En fait, c'est un Eldorado. Hein. Le business de l'endométriose, c'est un Eldorado. Je n'ai pas vraiment de réponse, mais de s'accrocher en fait à... La science avance doucement, mais elle avance. Et de rester... Alors, il y a toujours aussi une histoire, c'est d'être jamais dans le jugement et de garder toujours la main tendue, quoi, pour le moment où les gens sortent. Parce que moi, il y a un moment donné, il y a eu des étapes de sortie qui ont été... Je kiffe la lecture critique, vous aurez compris, mais il y a eu un moment donné où j'ai vu une analyse brillantissime de quelqu'un qui a démonté tout ce que racontait Joyeux autour du lait, de l'IGF-1 et tout. Et le professeur Joyeux. Le professeur Joyeux, et ça a été
tellement net, tellement brillant et tellement creusé qu'à un moment donné, c'est ça. Et Romy Sauvert, qui n'est pas là, si elle était là, j'ai écouté une de ses conférences, elle vous dit que de toute façon, en déconversion, c'est comme... Alors, pour ceux qui ont déjà arrêté de fumer, etc., il y a un processus, une roue, et à un moment donné, il y a une reprise. La reprise fait partie de l'arrêt. Mais il se passe des choses, en fait. Vous croyez qu'il ne se passe rien ? Et il y a des petites graines, il y a des petites graines. Et à un moment donné, les gens, quand vraiment ça touche trop leur valeur et que ça commence à... là, ça ne va plus, les gens décrochent. Je vais vous faire rire, mais moi, quand on m'a cassé les pieds avec le pâté de pommes de terre, qui était acidifiant pour le corps, habitant dans le Bourbonnais, c'est pas possible, c'est un no-go. Hein. Je mange du pâté à la pomme de terre. Hein, voilà. Donc il y a des événements bizarres qui peuvent aider un peu. On peut papoter dehors si vous voulez. Merci d'être venus. Merci à tous.